Voldemort est-il un meilleur manager que Dumbledore? D'un côté, Albus Dumbledore, figure tutélaire de Poudlard, leader charismatique, sorcier légendaire et son goût prononcé pour les phrases énigmatiques. De l'autre, celui dont on ne doit pas prononcer le nom, non moins légendaire, chef tyrannique et impitoyable, qui cherche à imposer au monde son idéologie extrême avec sa cohorte de disciples. Dans cette vidéo, je vais décortiquer avec vous leur style respectif de management pour savoir lequel est finalement le meilleur chef pour son camp. On va pour cela se pencher sur des extraits des différents films de la saga et on tranchera cette question à la fin. Dans notre analyse, nous nous appuierons notamment sur les travaux du psychologue américain Rensis Likert, qui reste une référence incontournable en la matière et qui a, à travers ses études, défini 4 grands styles de management. Autoritaire exploiteur, autoritaire paternaliste, consultatif et participatif par groupe. Dans cette première partie, nous nous concentrerons sur les 4 premiers films jusqu'au grand retour de Voldemort à la fin de la Coupe de Feu. Mais commençons par le commencement avec Harry Potter à l'école des sorciers, ou la pierre philosophale en VO, et voyons ce qu'il en est. Et l'enfant? Hagrid doit l'amener. Vous croyez qu'il est sage de confier une mission aussi importante à Hagrid? Oh, professeur, je n'hésiterai pas à lui confier ma propre vie. On a une première indication ici du style de management de Dumbledore, puisque lorsqu'on lui parle d'Hagrid et de sa potentielle difficulté à s'acquitter d'une mission, il montre un haut niveau de délégation et de confiance envers ce collaborateur pour une mission qui est, semble-t-il, importante et délicate. Après tout, celui dont on ne doit pas prononcer le nom a fait de grandes choses. Terribles. Certes, mais stupéfiantes. C'est la première fois, plus ou moins, qu'on entend véritablement parler de Voldemort et de ses actions dans la saga Harry Potter, filmique du moins. Ce que l'on voit ici, c'est qu'il a lui aussi une certaine image avec le marchand de baguettes, Ollivander, qui a une vision qui pourrait paraître assez paradoxale, puisqu'il parle de quelqu'un qui a fait des choses terribles, mais stupéfiantes et grandes. Ce qui illustre tout de même l'aura et le succès, en quelque sorte, qu'a déjà rencontré Voldemort, y compris en tant que manager. C'est une première indication, mais nous aurons sans doute l'occasion d'en reparler plus tard. Le bien et le mal n'existent pas. Il n'y a que le pouvoir. Et ceux qui sont trop faibles pour le rechercher. Ensemble, nous ferons des choses extraordinaires. Alors donne-moi la pierre! Vous mentez! Harry ne se laisse pas séduire par Voldemort. Dumbledore lui a donné les clés pour comprendre et réagir dans une telle situation. Il aurait pu se laisser abuser par Voldemort s'il n'avait pas su que finalement ce miroir ne pouvait pas lui rendre ses parents parce que ses parents ne peuvent pas lui être rendus. C'est une règle absolue que lui a fait comprendre Dumbledore et c'est ce qui permet à Harry ici de réagir de la bonne façon face à Voldemort et de ne pas se laisser séduire ou corrompre, en l'occurrence, par les propositions alléchantes que lui fait Voldemort. Oh! Qu'est-ce que ça signifie, Albus? Ça signifie que nos élèves courent un grave danger. Que dois-je dire aux autres professeurs? La vérité. Dites-leur que Poudlard n'est plus un endroit sûr désormais. C'est ce que nous redoutions, Minerva. La chambre des secrets a bel et bien été ouverte de nouveau. Alors ici, Dumbledore, dans une situation de crise, fait preuve de transparence. Il ne cache rien de la situation au professeur McGonagall qui est juste à côté de lui. Et lorsqu'elle lui pose la question, il exprime clairement son intention de partager cette information de manière tout aussi transparente avec le reste de l'encadrement de l'école. Nous avons ici l'une des valeurs du management de Dumbledore qui est mise en exergue, la transparence. Parce que je lui ai dit de le faire? Tu verras que je peux être très persuasif. Mais elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Elle était, disons, dans un état second. Et puis le pouvoir du journal a commencé à l'effrayer. Elle a cherché à s'en débarrasser dans les toilettes des filles. Et là, qui le trouve? Toi? La personne que j'avais le plus envie de connaître. Et pourquoi vouliez-vous me connaître? Je savais qu'il fallait que je te parle, que je te rencontre. J'ai donc décidé de te montrer ma capture de ce gros balourd de Hagrid, pour gagner ta confiance. Hagrid est mon ami! Vous lui avez tendu un piège, n'est-ce pas? C'était ma parole contre la sienne. À travers Tom Jedusor, donc, qui va révéler qui il est, et donc il est Voldemort, on le retrouve dans cette version jeune
déjà extrêmement manipulateur, mais aussi extrêmement calculateur, capable d'échafauder une stratégie pour résoudre une situation et de faire tout pour atteindre son propre objectif en exploitant les autres à son avantage. On parlait en tout début de vidéo des différents styles de management étudiés par N.C. Slickert. Eh bien ici, on voit apparaître une caractéristique énorme du management autoritaire exploiteur. Tom Jedusor explique, alors certes sous sa forme fantomatique, mais qu'il a influencé Ginny pour qu'elle fasse exactement ce qu'il voulait dans son propre intérêt. Et il est en train d'expliquer également à Harry qu'il a fait exactement la même chose avec lui en lui montrant les informations importantes pour que Harry fasse exactement ce que lui souhaitait, comme il le souhaitait. Les détraqueurs se nourrissent de vos peurs les plus secrètes et ils ne se laissent pas abuser par des ruses ou des déguisements. C'est pourquoi je demande à chacun et à chacune d'entre vous de ne jamais leur donner l'occasion de vous faire du mal. Il n'est pas dans la nature d'un détraqueur d'être indulgent. Mais vous savez, on peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. Alors, nous avions vu Dumbledore dans les 2 premiers films user d'un certain nombre de pratiques managériales pour donner des informations, aider ses collaborateurs à grandir, mais il le faisait dans un cadre restreint avec quelques collaborateurs, très souvent Harry ou Harry et Ron, voilà, dans un cadre plus restreint. Et ici, on sent bien d'ailleurs à travers la scène que l'heure est grave, puisqu'il utilise la même chose, mais cette fois-ci avec l'ensemble des élèves, c'est-à-dire avec l'intégralité des gens sous sa responsabilité, pour leur donner ce niveau d'information, pour leur expliquer les ressorts de la situation et quelle est la nature des détraqueurs, en quoi ils sont dangereux, pourquoi ils sont là, et aussi ce qu'il faut faire et ne pas faire face à eux. Vous voyez ici que ça donne une certaine idée de la constance des pratiques managériales de Dumbledore, puisqu'il utilise les mêmes à peu près partout, jusque dans le côté énigmatique, avec cette dernière petite phrase sur l'histoire de la lumière, dont a priori très peu de gens dans la salle peuvent comprendre quelle en est la réelle portée. Viens chercher Buck. Ici, monsieur le ministre, suivez-moi. Regardez là-bas, vous voyez? Où ça? Là-bas, au-delà des rochers. Qu'est-ce que je suis censé voir? Le professeur Dippet avait fait planter cette bruyère lorsqu'il était directeur. Ah oui, en effet. Ainsi que tous ces fraisiers, là, vous voyez? Viens chercher Buck. Je Allez. ne vois pas de fraisier. Si. Allez Buck, suis-nous. Allons-y. Mais où est-il? J'ai vu cette bête tout à l'heure. Il n'y a pas 5 minutes. Oh, c'est extraordinaire. On le voit ici dans une certaine distance avec ce qu'il se passe et en laissant ses équipes en pleine autonomie pour accomplir leurs tâches. C'est quelque chose d'assez différent de ce qu'on avait pu voir, où il était intervenu plusieurs fois dans les 2 premiers films, directement dans certaines situations. Là, il est beaucoup plus distant. Pour autant, on peut voir que Harry et Hermione, malgré les indications pas toujours très claires, ont réussi à les décrypter et à en faire quelque chose qui permet de les amener à la solution. En l'occurrence, ici, sauver l'hippogriffe, qui va peut-être leur permettre de sauver ensuite Sirius Black. En conclusion de l'analyse de ce 3e film, ce qu'on peut voir, c'est que Harry et Hermione, à qui Dumbledore avait confié un objectif clair et des moyens flous, ont quand même réussi à s'en sortir et à accomplir leur mission, montrant par là même leur montée en compétences et leur gain en autonomie, quand bien même ce ne fut pas sans difficulté. Comme tu es devenu délicat, que faire? Si je ne m'abuse, il n'y a pas si longtemps, le premier égout venu te servait de maison. Peut-être que la tâche de me soigner est devenue lassante pour toi. Oh non, non, Seigneur Voldemort. Je voulais dire qu'il serait possible de le faire sans le garçon. Non! Le garçon est essentiel. Cela ne peut se faire sans lui. Et cela sera fait tel que je l'ai décidé. Je ne vous décevrai pas, maître. Très bien. Tu vas rassembler nos camarades. Envoie-leur un signe. Nagini me dit que le vieux jardinier moldu nous écoute derrière la porte. Et garde-toi que de faire que j'accueille notre visiteur comme il le mérite. Avada Kedavra! Alors ici, Voldemort, par contraste avec ce qu'on a l'habitude de voir de Dumbledore dans les débuts d'année à Poudlard, a un style de management
très différent. Face à Queue de Verre ou à son autre acolyte que l'on voit, il est extrêmement directif. C'est lui qui a imaginé la solution. Il a bien sûr défini les objectifs parce que c'est son rôle de manager. Mais la solution, la manière de faire, qui fait quoi, est sans aucune discussion possible. Là, on retrouve ce côté management autoritaire. Alors, il oscille entre le style exploiteur et paternaliste avec ses collaborateurs pour continuer à les garder sous contrôle. Mais là, vraiment, on est en plein dans la manière de manager de Voldemort, qui, s'il n'est pas encore au meilleur de sa forme, garde une très grosse influence et une très grosse capacité de décision vis-à-vis de ses collaborateurs. Et il se montre également impitoyable avec celui qui, par inadvertance, découvre des informations que Voldemort souhaite garder secrètes. Il n'a aucun état d'âme à s'en débarrasser. Monsieur le directeur, moi aussi, j'ai du mal à croire à une pure coïncidence. Quoi qu'il en soit, si nous devons découvrir ce que ces événements signifient, peut-être faudrait-il, pour le moment, laisser les choses se dérouler. Ne rien faire? Se servir de lui comme appât? Avez-vous... Potter est un garçon, pas un morceau de viande. Je suis d'accord avec Severus. L'intervention de Severus Rogue ici permet à Dumbledore, en quelque sorte, d'envoyer une petite pique à Minerva McGonagall. Vous pouvez remarquer ici à quel point il prend un temps entre dire « je suis d'accord » avec Severus. Ça lui permet de marquer et de rappeler que c'est lui, en quelque sorte, le chef, et que c'est lui qui tranche lorsque ses différents collaborateurs lui exposent leur vision des choses. On est ici dans un exemple type de ce qu'on appelle le management consultatif. Donc, il s'appuie sur ses collaborateurs, les laisse exprimer leurs propositions et leurs idées, mais in fine, il n'y a qu'un seul chef qui tranche. C'est exactement ce que fait Dumbledore ici. Cependant, tu as su te rendre utile au cours de ces derniers mois, Queue de Verre. Oh, merci, maître. Merci. Enfin, Queue de Verre obtient la récompense de son sacrifice. Il a sacrifié sa main, Voldemort lui redonne une main. Mais il ne le fait pas n'importe quand. Et il ne le fait pas non plus en présence de n'importe qui. Même cette récompense est un acte de communication, certes envers Queue de Verre lui-même, mais c'est surtout un acte de communication envers les autres mange-morts. Je sais récompenser ceux qui me sont loyaux même quand ils me craignent, ce qui peut sous-entendre aussi, je sais sanctionner ceux qui ne me sont pas loyaux. Puisque finalement, il a attendu le bon moment, le moment où ça lui apportait à lui le plus de faire cette récompense pour la faire. Là aussi, on retrouve cette caractéristique de management autoritaire exploiteur dont on a déjà parlé dans le management de Voldemort. Et au-delà de tout ça, cette démonstration de force, puisque finalement il rend une main à quelqu'un qui l'a perdue, ça illustre aussi ce qu'on peut appeler le côté démiurge de Voldemort. Ce leader quasi religieux de ses collaborateurs qui finalement installe une aura très supérieure à tous les autres. Il montre sa compétence, son niveau, on va dire, d'excellence qu'il a atteint dans son art, et c'est aussi pour faire figure d'autorité en la matière qu'il fait cette démonstration. Nous en arrivons à présent à la conclusion de cette première partie, et il est temps pour nous de revenir à la question qui nous taraudait. Qui, de Dumbledore ou de Voldemort, est le meilleur manager? Dumbledore a un management qui se caractérise par un côté leader charismatique, une volonté, une capacité à faire monter en compétence et en confiance ses collaborateurs, à savoir valoriser le travail de chacun et à prôner des vertus collectives. Cependant, nous n'avons pas pu nous empêcher de remarquer quelques petites failles dans ce tableau apparemment idyllique. Tout d'abord, il fait preuve d'un certain favoritisme avec certains collaborateurs. D'autre part, il n'a pas toujours une information très claire. Il aime bien ces petites phrases énigmatiques, donner des objectifs clairs mais des moyens flous pour y parvenir, ou l'inverse. Et l'un de ces petits travers qui est beaucoup plus problématique, c'est qu'il n'a pas toujours un bon contrôle de la délégation. On le voit notamment à travers l'instabilité qui est instaurée autour du poste de professeur de défense contre les forces du mal. 4 films, 4 professeurs différents. Cette absence de contrôle de la délégation peut parfois mettre en danger les autres collaborateurs et conduire à des situations difficiles pour lesquelles il va être obligé finalement d'intervenir en réparation plutôt qu'en anticipation. Voldemort, quant à lui, nous donne une vision
quelque peu différente du management à travers ces 4 premiers films. Il est ultra directif, il donne même dans ce qu'on appelle communément le micromanagement, où il intervient sur chaque tâche de ses collaborateurs. Il n'hésite pas à user de manipulation et de persuasion. Et lorsqu'il valorise ou récompense ses collaborateurs, eh bien, c'est très souvent dans son intérêt à lui, plus que dans l'intérêt du collaborateur. Il ne faudrait pas cependant s'attarder uniquement sur les ombres de ce tableau, mais voir aussi que si l'on prend un petit peu les choses avec objectivité, on peut voir quand même que Voldemort a atteint son objectif. L'objectif majeur qu'il avait, c'était de retrouver sa position et son statut ainsi qu'un corps physique. Objectif qu'il a atteint à la fin de la Coupe de Feu. Certes, il n'a pas détruit ses opposants comme il le pensait, mais il les a tout de même affaiblis ou atteints. Finalement, malgré son absence physique, eh bien, il a gardé toute son aura auprès de ses anciens collaborateurs, qui sont immédiatement revenus auprès de lui dès qu'ils ont compris qu'il était de retour. Mais maintenant, il importe de se poser une autre question. Des 2 styles de management si différents que nous avons vus, lequel se révèle le plus performant sur le long terme? Eh bien, nous répondrons à cette question avec la suite de la saga dans notre 2e partie. Mais pour cette première partie, en tenant compte des résultats probants qu'il a obtenus, nous ne pouvons que donner un petit avantage à Voldemort face à Dumbledore. Si vous avez aimé cette analyse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à partager cette vidéo et à nous dire en commentaire qui, selon vous, est le meilleur manager. À bientôt pour la 2e partie.